Bonsoir et bienvenue sur Face à la Nation. J'ai le plaisir de recevoir M. Lansana Gagny Sakho, ancien directeur général de l'ONAS. Bonjour M. Sakho. Bonjour Khalid. Tivaouane, aujourd'hui c'est l'information. 11 bébés sont morts dans un incendie. Alors quelle est votre lecture de cette situation? Je pense que je vais commencer par présenter les condoléances à ces familles qui ont perdu des bébés brûlés. On dit bien brûlés par un incendie. C'est la négligence. C'est la négligence coupable. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Je pense qu'un État, c'est d'abord des priorités. Mettre en place un système d'extinction d'incendie, ça coûte 150 millions, je ne sais pas moi. Mais je pense que les conclusions doivent être tirées. Et ce n'est pas la première fois. Il y a eu Louga, même chose, incendie. Il y a eu Louga, une femme qui est morte. Il y a eu 11 aujourd'hui. Je pense que la série doit s'arrêter et on doit réfléchir sur le système de la politique de santé du Sénégal. Maintenant, il y a des responsables. Je pense que le bon sens aurait voulu que, pour moins que ça, que le ministre dépose sa démission, qu'il ne soit pas limogé par le président de la République. Pour moins que ça, l'ancien directeur général de l'ADER est parti. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Pour beaucoup moins que ça, il n'y a pas eu mort d'homme. Pour moins que ça. Tant que nous serons dans un système où les gens ne sentiront pas le devoir de rendre compte, ça va être la loi de l'impunité. Et si on laisse faire ça, ça va être de l'impunité. Je pense qu'il est important que des décisions fermes soient prises. Après, il faut retravailler. Je ne dis pas qu'il faut être dans une logique de bouc émissaire. C'est ce qui s'est passé la première fois avec l'infirmière. Il faut trouver les raisons pour lesquelles ces situations qui sont inacceptables se répètent et trouver des solutions de façon structurelle. On parle de mort d'incendie, incendie. J'ai entendu ce matin que sur les instincteurs qui existaient, la moitié ne fonctionnait pas. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je crois que des mesures appropriées doivent être prises et que les priorités soient cernées. Un État, c'est des priorités. La priorité d'un État, c'est l'éducation à la base, c'est la santé. Après tout, le reste doit venir. C'est pas acceptable. Je pense que c'est tout ce qu'il faut dire. Il ne faut pas qu'on s'arrête à dire on va prier pour le repos de leur âme et qu'on passe à autre chose. Je pense qu'il faut finir avec cette histoire et trouver des solutions structurelles dans le futur. Le système de santé du Sénégal, malgré les efforts qui ont été faits, est défaillant. Allez à l'hôpital Dantec, c'est un mouroir l'hôpital de Dantec. Je pense qu'il faut qu'on trouve une solution. Plus de 100 milliards pour faire un stade de football. On n'est même pas capable de dépenser 100 millions de francs pour assurer la sécurité des enfants pour des histoires d'incendie. Mettre en place un système d'alerte d'incendie, c'est ce qu'il y a de plus basique dans un pays. Et je pense que des solutions structurelles doivent être trouvées. L'autre point, c'est l'impunité quand elle est érigée en règle, personne ne rend compte. Et je pense que le bon sens aurait voulu que le ministre, pas qu'il attende que le président le démette, mais qu'il dise « je m'en vais ». Malheureusement, ce qui se passe dans ce pays, on laisse passer la vague et après, ça va continuer comme ça. Pour moins que ça, j'ai dit pour beaucoup moins que ça, il n'y a pas eu mort d'homme, le directeur général de l'ADER avait été limogé. Et je pense que c'est des signaux forts qu'on doit lancer pour dire aux gens « stop, il y a des limites à ne pas franchir ». Si on suit la logique de la démission personnelle que le responsable devrait faire, on devrait la démission de beaucoup de personnes de ce gouvernement. Vous avez beau avoir tous les moyens. Ce qui fait marcher un système, ce sont les hommes. Quand ce que vous entoure ne sont pas à leur place, vous n'arriverez absolument à rien. Vous allez aller de catastrophe à catastrophe. En fait, le problème de fond, il est là. Je pense qu'on a dénaturé beaucoup de fonctions dans ce pays pour des raisons purement politiciennes. Et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui, tous les jours. Je pense que ce pays a été un modèle dans tous les domaines, même dans le domaine de la démocratie. Mais quand vous revenez en arrière, vous vous rendez compte que nous sommes à des années-lumière de ce qui se fait de mieux dans le monde. Alors, vous avez fait 20 ans dans le service privé, dans le secteur privé, vraiment. 20 ans, vous êtes un spécialiste du conseil. Vous avez travaillé, vous avez conseillé des multinationales qui se spécialisent dans le développement de leur business units, comme Coca-Cola ou encore Colgate, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'un privé, un cadre privé peut apporter à un gouvernement africain aujourd'hui? Je pense quand même que c'est bien de rappeler une chose. Tout individu rêve d'une chose, c'est de servir sa nation un jour. Parce que c'est là où on a les effets d'impact qui peuvent arriver.
Je précise quand même, j'ai commencé à travailler pour l'État du Sénégal en 2014. Je n'ai jamais été demandeur. J'ai jamais dit venez me chercher pour que je travaille pour vous. Ils sont venus me chercher. Je pense que cette précision est de taille. J'ai jamais dit je veux travailler pour vous. On est venu me dire viens nous aider à travailler. Je pense que c'est important de le souligner. Maintenant, qu'est-ce qu'un acteur du secteur privé peut amener? L'administration de nos pays est très très complexe. On est des pays très pauvres. On est des pays avec beaucoup de problèmes sociaux. Si les pays développés doivent aller à 100 à l'heure, on doit aller à 300 à l'heure. Nous avons copié le système jacobin français. Administration très lourde, inefficace. La même chose qui vient, on ne rend pas compte. Et la perception du bien public, c'est le bien de tout le monde et c'est le bien qui n'appartient à personne. La base de notre sous-développement est là. La différence avec le secteur privé, j'en reviens sur ça, vous vous rendez compte, vous n'êtes pas bon, on vous dégage. Et je pense que c'est cet aspect de culte du résultat, de culte du travail bien fait que le secteur privé peut apporter. Il n'y a pas de différence de fond en réalité entre un secteur privé et un secteur public. Parce que tous les deux systèmes, ce qu'ils cherchent à faire, c'est apporter de la valeur ajoutée à leurs clients. Ici, le client, c'est le citoyen lambda. C'est la personne qui va aller se soigner à l'hôpital, qui trouve un service de qualité. C'est la personne qui veut aller chercher un service au ministère de la Culture, qui trouve un service de qualité. C'est la personne qui travaille à l'ONAS, qui a sa fosse qui est bouchée, qui trouve un service de qualité. Et c'est là où le service privé peut apporter une alternative. Je ne dis pas que c'est la seule solution. Mais il est certain que quand vous n'avez pas une culture de résultat, vous n'arriverez absolument à rien. Il y a des pays qui l'ont essayé et ça fonctionne. Allez voir le Rwanda. Allez à côté, au Cap-Vert. Allez chez Alassane Ouattara. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on doit vous recruter comme directeur général d'une agence, c'est le Premier ministre qui vous recrute et c'est à travers des appels d'offres internationaux. Vous venez, vous avez un contrat de performance et des indicateurs, encore une fois, culture de résultats sur 3 ans. Si vous êtes bon, on vous garde. Si vous n'êtes pas bon, on ne vous garde pas. On ne va jamais vous nommer parce que vous avez une base politique. Non. Et je pense que et la plupart des directeurs d'agences en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui viennent du secteur privé, justement, parce qu'il y a cette phase de sélection. Après, maintenant, il faut trouver les moyens de travailler en intelligence avec l'administration publique. Mais je pense que toutes les réformes qu'on a faites, on parle dans tous les pays africains de plans d'émergence. Mais tout ça, ça repose sur quoi? Sur des indicateurs. Mais quand une personne n'a pas l'habitude de rendre compte, vous avez beau lui faire des textes, lui poser des indicateurs, il va s'asseoir dessus. Réinventer le gouvernement. C'est un bouquin qui est sorti il y a quelques années, plusieurs années maintenant, sous Clinton. Un bouquin qui expliquait comment les Américains vont maintenant presque privatiser l'État, c'est-à-dire faire venir beaucoup de spécialistes dans le système gouvernemental. Alors, en tant que spécialiste justement du privé, nous savons tous que les gens du privé, et j'en fais partie, nous sommes des innovateurs. Alors que l'innovation n'est pas toujours la bienvenue dans le monde de l'administration politico-politique, n'est-ce pas, des gouvernements. Alors, au Sénégal, est-ce que quand vous avez commencé à travailler justement pour le secteur public, est-ce que vous n'avez pas fait face à justement ce problème d'opposition? Et bien sûr, mais j'ai été préparé parce qu'entre autres, j'ai enseigné au CESAC et j'ai enseigné ce qu'on appelle la gestion du changement. J'ai été installé. La première chose, c'est qu'ils disent... En fait, je n'ai pas commencé à l'ONAS et j'ai commencé à travailler à l'OFOR. L'OFOR, oui. Et la première chose qu'ils ont faite quand j'étais nommé à ce poste, qui c'est ce type? Ils sont partis sur Google regarder le CV. Après, ils ont dit, il n'est pas du secteur. Il y a 2 approches. Il n'est pas du secteur, il n'est pas du secteur de l'eau. Pour eux, il faut que ce soit quelqu'un du secteur de l'eau. Ça, c'est le premier filtre. Le second filtre, c'est il n'est pas sorti de l'ENA. Donc, vous avez des barrières, vous êtes un corps étranger, mais l'intelligence que vous devez avoir, c'est comment avoir une grosse capacité de résilience. En fait, c'est ça qui fait que vous tenez... Ça, c'est les barrières donc, qui bloquent un peu le pays. L'ENA... Vous avez l'ENA et puis après vous avez les corporations. Voilà, la corporation aussi. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que on parle de la santé, un bon ministre de la Santé n'est pas forcément un médecin. Bien sûr. Un bon directeur général de la Sénélec n'est pas forcément un électricien. Bien sûr.
un bon directeur général de l'ONAS n'est pas un gars de l'assainissement. Ce n'est pas mon métier, je ne l'ai jamais fait. Le travail d'un innovateur, comme tu dis, c'est d'avoir la capacité de mettre en place des équipes pour avancer et atteindre les résultats. Après tout le travail de terrain, vous avez des gens qui sont très forts, qui sont capables de le faire. Et je pense que c'est à ce niveau que nous avons un problème. Les pays développés, certains pays développés, beaucoup, et même certains pays africains, ont compris très vite qu'il faudrait qu'on change de démarche à ce niveau et qu'il faudrait arriver à une interaction. Mais ça demande une forte volonté politique de la première autorité du pays si vous voulez mettre en place du changement. La première personne à être engagée, c'est l'hôtel. C'est quand vous faites une démarche qualité. C'est au niveau du top, du complètement top, que ça doit se passer, sinon vous n'aurez pas de changement. Et je pense que ça, c'est un des gros problèmes que nous avons, particulièrement au Sénégal. Mais il faut tenir bon, je pense. Comment est-ce que vous avez atterri donc dans le secteur public? Vous avez vu, j'ai travaillé pendant 20 ans, 25 ans. Avec Ofor? Avec Ofor. J'ai commencé avec Ofor en 2014. Oui. Après, on a fait un excellent travail. Et après, je suis parti à l'ONAS aussi. J'ai fait 3 ans et demi. On m'a demandé, encore une fois, je n'ai jamais dit je veux venir travailler pour l'État. On est venu me chercher. Je n'ai jamais été demandeur. Je pense qu'il faudrait que ce soit très très clair. Malheureusement, la perception qu'il y a dans ce pays, c'est que quand on vous nomme à un poste, vous devez être redevable. Je le suis redevable, bien sûr, parce que servir son pays n'a pas de prix. Mais je n'ai pas accepté ce job pour des privilèges. Pas du tout. Bien au contraire, c'est beaucoup plus de stress, c'est beaucoup plus de pression. L'autre différence avec le secteur public et le secteur privé, quand on vous dit vous avez un budget de 100, mais vous avez un budget de 100. Dans l'administration, quand on vous donne un budget de 100, vous vous retrouvez avec un budget de 50. Vous n'êtes même pas capable de faire un pilotage stratégique. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous débrouiller, vous êtes obligé de faire preuve d'innovation. En fait, c'est comme ça que je suis tombé dedans. On est venu me chercher. Mais quels sont vos succès? Quels ont été vos succès à l'ONAS? Je pense que je vais parler de l'OFOR d'abord. OFOR, d'accord. On précise que c'est l'Office des forages ruraux. L'OFOR, c'est l'Office des forages ruraux. J'étais l'employé numéro 1. J'ai bâti à partir de 0. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien comment? C'est moi qui l'ai mis en place. À partir de 0. From scratch, comme disent les Américains. OK. 0. Il n'y avait rien. Alors, et ça a donné quoi à la fin? À la fin, ça a donné l'entreprise publique le service public qui était la plus performante, une des plus performantes en Afrique. Nous avons gagné, c'était la première fois que le Sénégal l'a gagné, le service public à l'innovation, le prix pour l'innovation du service public en Afrique. Oui. L'OFOR l'avait gagné, moi, quand je partais. Après, je pense, fort du succès qui a été fait à l'OFOR, je suis parti, on m'a demandé d'aller à l'ONAS, où je suis parti. Les mêmes difficultés différentes. Parce que l'OFOR, je l'ai monté en place. L'ONAS, quand je suis arrivé, tu trouves un gros monstre avec 400 bonhommes, avec des façons de travailler qui devaient être améliorées. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'ONAS est une référence pour la fondation Bill et Melinda Gates, ce n'est pas moi seul, mais c'est moi avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Également à l'ONAS, je pense qu'on a fait un excellent travail qui a été fait. Mais comme j'ai dit, ça c'est le passé, c'est derrière moi. Mais ce qui me gêne toujours, par contre, c'est que toujours on dit Lansana Gagny Sakho, ancien directeur général de l'ONAS. L'ONAS, c'est un passage dans ma carrière. J'ai travaillé plus de 32 ans. C'est 3 ans que j'ai fait là. Et partout, je suis venu, j'ai travaillé, je suis parti avec des succès. Mais c'est une référence, quoi. Oui, mais c'est pour parler un peu de passage. C'est en fait tout ce qu'on retient. Et parfois, c'est relativement frustrant. Mais pour moi, l'ONAS, comme l'OFOR, comme l'administration publique, c'est un simple passage. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je n'ai eu aucun regret quand je suis parti. Bien au contraire. Je n'ai eu aucun regret quand je suis parti. Bien au contraire. Parce que vous savez, après Khalil, l'administration, si vous avez un peu de dignité, un peu, comme ça, c'est très, très difficile. Et à un moment, vous arrivez, vous dites, je n'en veux plus du tout. Alors donc vous êtes parti de vous-même, de l'ONAS, ou bien qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il y a eu des problèmes. Des problèmes? Quel type de problème? Il y a eu des problèmes, je ne veux pas revenir dessus. Non, on ne va pas
Mais en tout cas, des problèmes par rapport Il y a eu au des travail. problèmes relationnels. Relationnels, pas des problèmes sur le plan professionnel. Ah, c'est bien dommage. Il ne peut alors. pas y avoir de problème C'est sur bien le plan dommage. professionnel. C'est bien dommage. Oui, mais ça, c'est un autre souci, je pense, dans notre pays, malheureusement. Vous savez, je pense qu'on ne peut pas tout politiser dans la vie. On ne peut pas tout politiser. Je le dis encore une fois, je ne sais pas si vous avez lu Good to Great de Jim Collins. Quand vous n'avez pas les bonnes personnes, quand vous mettez les personnes pour des raisons politiques, politiciennes, et vous êtes sûr qu'ils ne sont pas bons, vous n'allez pas avoir de résultats. Et à un certain moment précis, il va falloir que vous tranchiez. Mais je n'ai aucun regret. Bien au contraire, je suis parti de l'ONAS, mais tranquille, je me suis reposé pendant 3 mois et je me suis remis à travailler. Oui, vous êtes consultant privé, vous voyagez beaucoup, vous travaillez, vous formez, vous conseillez. C'est ça. Donc, bon, mais c'est bien dommage qu'on perde un cadre quand même pour des questions de relations. Je ne pense pas être le premier qui soit parti pour des raisons comme ça. Ou bien d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres Sénégalais qui sont très bons, qui sont partis pour des problèmes pour lesquels ils auraient dû rester et apporter de la valeur ajoutée au pays. Malheureusement, ce qui se passe à l'hôpital est révélateur. Ce qui se passe ailleurs est révélateur. Ce qui se passe partout est révélateur, malheureusement. On a vu la situation du Sénégal. Aujourd'hui, l'été semble démarrer de manière très, très chaude avec tous les problèmes qu'il y a, les élections, les parrainages, la parité, les Tiawan, les agresseurs, et tout ça se passe dans ce pays. Que feriez-vous si aujourd'hui vous étiez à la tête du Sénégal? La première chose, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. La deuxième chose, il faut savoir serrer ce que sont les priorités d'un pays pauvre. C'est les deux, Mamel. Vous mettez les gens qu'il faut, vous connaissez les priorités, après, normalement, vous devez rester, vous pouvez avancer. Bon, il y a d'autres volets, naturellement, la corruption, toutes ces choses, mais je pense que c'est les deux mesures fortes. La première, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. La deuxième, savoir serrer les priorités. Et nous n'avons pas ça dans ce pays, malheureusement. Et c'est ça qui nous amène tous ces problèmes. Est-ce que vous faites partie est-ce que vous êtes membre d'un parti politique aujourd'hui? Je suis membre d'un parti politique qui s'appelle le Sénégal. Oui, c'est ma principale conviction. Oui, d'accord. Mais est-ce que je parle des partis qui existent ici? Non. Okay, non. Vous n'avez jamais été membre d'un parti? Si, j'ai été membre de l'APR dans le passé. Ah, vous avez quitté l'APR? Et j'ai fait partie des gens qui ont mis ce qu'on appelle le comité exécutif national des cadres. Dans la CCR? Oui, dans le parti présidentiel? Oui. Il n'y a pas que moi, il y avait beaucoup de bonne volonté, des gens très brillants. Mais les 80% sont partis. Parce qu'il y a un genre d'effet domino, les politiques ont pris le pouvoir. Et quand les politiques ont pris le pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, ou vous restez, vous avalez les couleuvres, ou alors vous dites, écoutez, je m'en vais. En fait, c'est ça, j'ai fait partie de ce parti-là. J'ai aucun regret par rapport à ça. J'étais animé par la bonne foi. J'étais animé par une vision que j'entendais. J'étais animé par tout ça. Mais c'est le passé, ça c'est le passé, c'est derrière moi, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je pense qu'au-delà des partis politiques, ce qui est en jeu, c'est qu'est-ce que ce pays va devenir dans 10 ans si on ne fait rien. Sais-tu, Khalil, que en 2015, sur 300 000 jeunes qui sortaient du système éducatif, tu n'en avais que 30 000 qui étaient pris par le secteur productif. Ce chiffre doit probablement se dégrader. Ça veut dire que les populations s'appauvrissent. Vous rentrez dans des familles, dans des quartiers qu'on dit UP, peut-être les CICAP. Vous avez des pères de famille qui payent leurs études pour leurs enfants, tout. Le garçon sort avec son diplôme, il ne peut même pas trouver de stage. Je pense que ce sont ça les priorités. On parle d'agression, on parle de beaucoup de choses. Rien ne justifie une agression, mais parfois je pense qu'il faut qu'on se pose les questions pour savoir pourquoi. C'est ça la vraie question. On ne doit pas utiliser des solutions paracétamol. Il faut qu'on se pose les véritables questions. Et tant qu'on n'aura pas un secteur privé très fort, compétitif, qui soit capable de créer des emplois, nous serons surtout toujours dans ce système. Le Sénégal, comme tous les pays d'Afrique, c'est une population jeune, c'est une population très jeune, c'est une population qui est multipliée par 2 tous les 25 ans. Nous courons à un suicide collectif. C'est une bombe démographique ou bien c'est une dividende démographique. Aujourd'hui, là où nous sommes en train d'aller dans le mur.
Mais ce qu'on fait, comme la plupart des États africains, on fait la politique de l'Autriche. On fait comme si on n'a absolument rien vu. Et je pense que c'est ça qui guette nos pays. Et c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait très rapidement qu'on réfléchisse sur une autre méthode de faire pour voir comment les besoins de cette jeunesse peuvent être pris en charge correctement. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut la fin de la politique? Je ne suis pas un utopiste. Il ne faut plus que la politique soit un ascenseur social. Ça, c'est difficile. Si, dans la mentalité aujourd'hui. Il faut la changer. Comment d'autres pays en sont arrivés à ça? Comment d'autres pays ont fait? Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Nous avons fait les mêmes écoles. Leur société n'est pas plus avancée que nous. C'est une question de volonté, simplement. C'est simplement une question de volonté. Moi, je suis partie des gens qui pensent que le Sénégal a commencé en plongée. Ce n'est pas en 2000. C'est quand on a écarté Mamadou Dia que ce pays, les jeunes ne le connaissent pas, que ce pays a commencé à plonger. Que toute cette culture, c'est une culture de politique politicienne à arriver. Mais on n'arrivera jamais à quelque chose de concret avec la façon dont on fait la politique aujourd'hui. Hier, j'ai entendu un ministre conseiller, le maire de la Médina. Il organisait un meeting, il disait à quelqu'un au téléphone, malheureusement, il ne savait pas que les micros n'étaient pas coupés. Monsieur le ministre, il faut venir, on va attaquer Sonko aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est en train de circuler. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Quand j'ai vu ça hier, je me suis rendu compte et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est ça le Sénégal d'aujourd'hui? C'est ça le Sénégal d'aujourd'hui? Tout est devenu alimentaire. Personne ne croit en rien et chacun pense pouvoir tromper l'autre. C'est ça le drame aujourd'hui. Tous ces maires qui ont été élus, qui se disaient porteurs de changement, du jour au lendemain, ils tournent leur casquette. Mais c'est ça la société. Mais quel message nous passons à nos enfants? Quel message, quand on fait ça, nous passons à nos enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce qu'on peut leur donner des leçons? Je pense que ce pays a besoin et mérite beaucoup mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Si on ne change pas, nous allons dans le mur. Regarde ce qui nous entoure. Comme je dis, on ne va jamais dans le fond. On parle de djihadistes, on parle de tout. Pourquoi les jeunes sont facilement captés par ces mouvements? Mais quand vous n'avez pas de perspective, quand vous n'avez pas d'avenir, quand vous vous réveillez tous les matins, vous voyez que votre père a des difficultés pour trouver de l'argent et que vous avez fini des études et que vous êtes diplômé et que vous n'avez aucune perspective parce que vous ne faites pas partie de la classe. Après, ça devient très facile, vous devenez une proie facile. Ce n'est pas une question de parti. Je pense que ce pays, Senghor l'a trouvé ici, Abdoulaye Wade l'a trouvé ici, Diouf l'a trouvé ici, Macky l'a trouvé ici. Ils vont laisser ce pays ici, mais je pense qu'on doit tout faire pour le laisser en de bonnes mains pour les générations futures. Alors, le Conseil constitutionnel, après l'imbroglio qui s'est passé avec justement la parité, les régionalistes, etc., le Conseil donc a décidé finalement de trouver une solution, n'est-ce pas, qui arrange tout le monde. Est-ce que cette solution a été trouvée parce qu'il fallait éviter les clashs sociaux, ou bien est-ce que cette solution a été trouvée contre le droit, l'expression du droit? Est-ce que le droit a été dit? Est-ce qu'on se moque du droit? L'essentiel, c'est que les choses roulent très bien pour tout le monde. Est-ce que la démocratie sénégalaise ne s'en trouve pas affectée? J'ai trois réponses. Je pense personnellement que les deux grandes coalitions de ce pays, Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar, doivent forcément participer. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est le parrainage, c'est bien, dans le principe. Pourquoi c'est bien? Parce que vous savez, quand vous imprimez un nombre de bulletins important, ça va coûter les yeux de la tête si on laisse chacun se présenter. Mais ce ne doit pas être une arme qu'on doit utiliser pour écarter des gens. Je pense qu'on doit revoir un peu ce système de parrainage, dans le fond, qu'il serve à réguler, mais pas à écarter aujourd'hui. On a vu la complexité, tout le monde s'est planté, ils sont tous passés à côté en réalité. Je pense que le Conseil constitutionnel a pris la bonne décision de laisser les gens se présenter. Et de la même façon, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut laisser Karim Wade se présenter au présidentiel, qu'il faut laisser Khalifa Sall se présenter au présidentiel. C'est une compétition. Les Sénégalais sont assez mûrs pour choisir le leader qu'ils veulent choisir. En fait, c'est qu'on nous infantilise. Cela signifie qu'on n'est pas capable de choisir. Je pense qu'il faut laisser tout le monde se présenter. Les Sénégalais sont assez mûrs pour choisir.
Maintenant, quand on vient sur la parité, allez au Rwanda, vous avez plus de femmes à l'Assemblée nationale que d'hommes. Parce qu'il y a une très grande volonté politique de Kagame dans le domaine de l'éducation pour les femmes. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Ça commence à l'école. Pourquoi on mettrait 50% de femmes, parce qu'ils vont mettre 50% de femmes à l'Assemblée, alors que les 80% d'entre elles sont des bagarreuses de Borne-Fontaine? On tire les choses vers le bas. Vous avez des femmes qui sont capables de représenter la société, mais vous ne les verrez jamais, parce qu'on ne les laisse pas s'exprimer dans l'espace public. Et c'est de ces femmes, si on parle de ces femmes en termes de parité, je dis oui, il faudrait qu'on arrive à ça. Donc c'est la faute à tous les partis. Parce que si les femmes ne viennent pas, c'est parce que les partis ne les... Je peux dire pour le moment, pas. Les autres je ne connais pas, c'est la faute aux partis traditionnels. On les met à l'Assemblée pour insulter. Et elles servent à ça. Elles servent qu'à ça. Le débat est porté par les hommes. Le débat sérieux, à quelques exceptions près, mais dans la grande majorité, on les met à l'Assemblée pour insulter. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Parité, oui, mais dans la qualité. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, le Black Empowerment Act en Afrique du Sud. On l'a fait pour mettre des Noirs, on a vu ce que South African est devenu, on a vu ce que beaucoup de sociétés sud-africaines sont devenues. Je pense que c'est un processus long, mais qui commence à la maison. C'est une question de volonté politique, c'est tout. Est-ce que vous avez l'intention d'être actif dans un mouvement politique inscrit qui existe au Sénégal? Mais bien sûr, Khalil. Oui. Alors, pourquoi allez-vous faire ça? Parce que c'est mon pays, Khalil. Personne aujourd'hui, avec ce qui se passe, n'a le droit de se taire. Et vous avez les gens qui ont cette fâcheuse idée de vous dire, quand vous commencez à parler, on vous dit, bah, il a une politique de vassalité, laisse-les. Mais c'est notre pays. C'est notre pays. On ne peut pas croiser. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est notre pays. On parle tous d'insécurité, mais parce que nous avons tous été spectateurs à un moment précis. On parle tous de malgouvernance, parce que nous avons été spectateurs. Mais quand vous ne faites pas la politique, elle vous fait. Et après, c'est nous qui nous mettons en retrait pour dire ils sont nuls. En fait, c'est de la peur, en réalité. C'est de la peur, en réalité. Personne dans mon pays, je dis bien pas le Sénégal, personne en Afrique n'a le droit de dire je m'assois. J'aurais pu rester chez moi, boire mon café et de dire écoutez, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais ce n'est pas mon choix. Ça n'est pas mon choix. Parce que c'est mon pays, parce que l'avenir de la jeunesse de ce pays m'intéresse et je vais m'engager. Alors, comment jugez-vous aujourd'hui les résultats du président Macky Sall? Ce qu'il a fait jusqu'à présent avec Sénégal émergent dans son deuxième mandat? Je pense qu'il y a du bon comme tout, comme il y a du mauvais. Je pense que les infrastructures, un très bon travail a été fait. Je pense qu'il y a un énorme travail aujourd'hui. On peut se déplacer facilement sur beaucoup de zones du Sénégal sans problème. Je pense qu'il y a un important travail qui a été fait. Je pense également, je crois, qu'il y a une vision. Mais il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est les hommes, une fois encore. Ce pays a commencé à plonger dans les ténèbres avec le président Wade, il faut le dire. Du temps des socialistes, c'est même la chance qu'ils avaient les mêmes pratiques, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand vous voyez un ministre, vous vous arrêtiez, vous regardiez qui c'était. Le président Diouf avait ce qu'on appelle un cabinet, des gens qu'il conseillait. Aujourd'hui, tout est politisé. Quand vous avez des ministres qui ne savent même pas vous aligner sujet, verbe, complément, qu'est-ce que vous voulez attendre à des gens comme ça? Tout est politique, tout est calcul politique. Et je pense à ce niveau, le président a beaucoup d'efforts à faire. Il n'a pas les bonnes personnes. Ça ne marche pas. Il n'a pas les bonnes personnes. Il est souvent obligé lui-même d'aller au charbon sur des points particuliers pour que ça puisse avancer. Il n'a pas les bonnes personnes. Mais je ne ferai pas l'excuse de ceux qui disent son entourage est mauvais. C'est lui qui les a choisis. Ah, bien sûr. C'est lui qui a dit je préfère m'entourer de ces gens. Je me demande qu'est-ce que ces gens lui apportent comme valeur ajoutée. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. En plus, vous savez, je répète encore une fois, quand vous n'avez pas les hommes, quels que soient les moyens que vous avez, ce n'est même pas les moyens que vous avez, les moyens du pays, parce que c'est les moyens de l'État du Sénégal, vous n'arriverez pas à faire des résultats durables. En fait, le gros problème, il est là. Je pense qu'il y a un gros problème d'hommes. Sur les infrastructures, il y a des efforts. Il y a un autre souci également, c'est les priorités. Moi,
dans Sénégal, je n'aurais jamais construit le stade du Sénégal. Je n'aurais jamais construit l'Arena. J'aurais mis un hôpital à Bakel. J'aurais mis un hôpital à Kédougou. J'aurais donné de l'eau à ces populations. Je me serais occupé de la santé. Je ne laisserai pas les étudiants s'entasser par milliers dans les amphis. J'aurais appuyé le secteur privé. Ça, c'est l'autre problème. C'est qu'est-ce que les priorités d'un État? Ça, c'est l'autre souci. Stade du Sénégal, what does it mean? L'Arena, on y joue quoi? Peut-être 2-3 fois par an. C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui motivent ces je choix? Je suis pas dans le secret des dieux. Et je suis pas dans le secret des dieux. J'aurais jamais fait des choix comme ça. J'aurais mis l'argent ailleurs. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à ça. L'autre problème que nous avons également, c'est vraiment secondaire, c'est la justice. Il faut qu'elle soit libre. Il faut que la justice soit... C'est pas possible. Un État... Il faut que la justice dans nos pays soit libre, pas pour les justiciables. Vous savez, j'ai entendu le président Macky Sall dire qu'il faudrait que l'Afrique ait son propre système de notation. Il a dit notation. Ouais. Je pense qu'on a dû oublier une chose importante. Cette notation, c'est pour que les étrangers viennent investir dans votre pays. Si l'Afrique a son système de notation, qui va le regarder? C'est pour ça que la justice, pourquoi elle doit être libre? Un investisseur, quand il vient dans un pays, la première chose qu'il regarde, c'est le système juridique. Et la stabilité. C'est tout ce qu'il regarde. Bien sûr. C'est le système juridique. Si le système juridique n'est pas bon, mais il ne va pas venir ici. Pourquoi toutes les multinationales remarquent une chose? Pourquoi ils vont s'installer au Ghana et au Ghana dans les pays? Le cadre juridique est propice. Moi, je travaille chez Coca-Cola. On avait fermé le bureau d'Abidjan. Ils sont venus s'installer à Dakar. Dès que la paix est revenue, ils ont pris leurs affaires et ils sont repartis. Parce que l'environnement institutionnel, la justice en particulier, mais elle est très, très importante. Et je pense qu'au-delà d'avoir un système juridique qui est fiable, qui est autonome, qui ne dépend pas de l'exécutif, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est les investissements, c'est la création d'emplois, c'est l'avenir de la jeunesse, c'est le rayonnement du pays, c'est tout ça. Et je crois que sur ces points également, il y a des efforts à faire. Ousmane Sonko, est-il en train de mettre le feu au Sénégal comme le pensent ses opposants au pouvoir, ou bien est-il en train de galvaniser des jeunes pour un changement avec un langage brut qui prouve l'absence d'un spécialiste professionnel de la communication politique exécutive? Ok, sur les 2 points, je suis très à l'aise pour répondre. Je pense que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous n'avez pas de perspective, vous prenez ce qui vient. Il tient un discours qui correspond. Il tient un discours qui correspond aux attentes d'une grande partie de la jeunesse qui est exclue. Ça aussi, c'est une autre erreur qui a été faite, je pense. Vous prenez tous les opposants, vous les ralliez avec vous. Il dit tout le reste. On dit que le président est un stratège. Il n'est pas stratège, à mon avis. C'est qu'il a affaire à des gens qui n'ont pas, excuse-moi, de vertu, qui sont prêts à tout pour de l'argent. Après, il n'y a personne en face. S'il n'y a personne en face, qu'est-ce qui va se passer? Mais les jeunes vont se retrouver quelque part forcément. Ils vont aller voir Ousmane Sonko, qui, je ne sais pour quelle raison, mais il capitalise l'espoir de la plus grande majorité de la jeunesse de ce pays. Les histoires du mois de mars, vous vous rendez compte ce que c'était? C'était de façon spontanée. Ce n'était pas organisé. Ils se sont tous levés en même temps. Moi, j'ai vu des jeunes attaquer la gendarmerie de Colobane. Je me dis, il y a un problème. C'est de façon spontanée. C'est de façon spontanée qu'ils se sont tous levés, dire, arrêtez. Aujourd'hui, quand ils parlent, et c'est ça où également il y a un problème, tu as l'impression que c'est Sonko le leader de ce pays. Et il le sait, et il joue même avec ça. Dès qu'il parle, c'est tout le monde qui se réveille pour répondre. Ceux qui sont au pouvoir ne prennent jamais l'initiative de parler. Mais dès qu'ils parlent, c'est tout le monde qui parle. Je vous ai raconté l'anecdote. Je ne sais pas, le nom Sonko leur donne des urticaires. Un ministre qui appelle, venez, monsieur le ministre, je suis en meeting, on va attaquer Sonko. Son livre. Je fais partie des premiers à avoir acheté le livre d'Ousmane Sonko.
Les premiers, il a écrit avec quelqu'un qui est au Canada, je vais donner le nom. J'ai lu ce livre, moi, et je l'ai trouvé fabuleux. Mais vous le lisez, on vous dit, vous êtes pro-Sonko. Ça veut dire, ils sont dans une logique, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. On n'est plus au Sénégal. Je pense qu'un livre, tout le monde a intérêt à lire ce livre pour voir qu'est-ce que ça va apporter, comme tout le monde aurait intérêt à lire un livre si Khalil l'avait écrit et ça n'aurait rien changé. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur son discours. Et je pense que, si vous remarquez, les 6 mois passés et maintenant, son discours s'est beaucoup assoupli. Et on ne peut pas faire un pays, ça moi je le dis, sans les étrangers. On ne peut pas faire un pays sans le secteur privé. Nous sommes dans une économie mondialisée. Et je pense que les discours de Sonko d'il y a 1 an et les discours aujourd'hui sont différents. Bien sûr, je ne doute pas qu'il a dû s'entourer de personnes qui donnent des conseils. Je pense qu'il faut rassurer les investisseurs. Ça, c'est un point très, très important. Et après, comme j'ai dit une fois encore, demain, les Sénégalais décideront. Et seuls les Sénégalais décideront qui sera leur président dans la République. Personne d'autre ne pourra le faire à leur place. Thierno Alassane Sall a des discours très violents parfois. Bon, ça ne les dérange pas. Mais je pense que la réalité, c'est que Sonko est la seule menace qu'ils ont en face. C'est toute la réalité. Et c'est une stratégie claire de diabolisation. Ce n'est pas autre chose que ça. Il leur donne des urticaires. Il faut dire, et c'est dommage qu'on en arrive à ça. Le Sénégal a été un des premiers pays démocratiques en Afrique. Je pense qu'on peut aller à des élections apaisées, où tout le monde s'exprime correctement et qu'on puisse avancer, en réalité. Et il faut qu'on arrive à ça. Ça n'est pas... Moi, j'ai honte pour mon pays quand je vois ce qui se passe, comment la démocratie... Allez au Cap-Vert. Les Cavaliers, ils votent aujourd'hui. Le lendemain, ils se remettent au travail. Et personne ne parle. En Gambie, avant-hier, Yaya Jammeh est parti quand? Il y a moins de 10 ans. Regardez la Gambie, ils ont récemment voté pour des élections législatives. Est-ce que vous avez entendu du bruit? Rien du tout. Allez au Ghana. Ce pays, c'est une campagne électorale permanente. C'est des dénigrements de l'opposant, c'est des dénigrements parfois aussi des gens du pouvoir. Je pense qu'il faut que les acteurs politiques reviennent aux fondamentaux et comprennent que ce pays ne leur appartient pas. Ce pays appartient à tous les Sénégalais, ils vont partir et je pense qu'ils doivent le laisser dans les conditions dans lesquelles ils ont trouvé ce pays-là. Hors de chez nous, à côté, au Mali, les Maliens souffrent des sanctions de la CEDEAO, mais le Sénégal semble souffrir encore plus parce que nous avons l'impression que nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied. Qu'est-ce que vous en dites? Nous avons signé des accords. Nous appartenons à une communauté qu'on appelle CEDEAO. Et je pense que si la CEDEAO prend une décision collégiale, le Sénégal devrait respecter, même si on souffre de ça. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est que la population lambda du Mali puisse souffrir. Comment ça peut arriver, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous appartenons à une communauté qu'on appelle la CEDEAO, qui est beaucoup plus importante, à mon avis, que le Sénégal, qui est beaucoup plus importante que le Mali, qui est beaucoup plus importante que tout. Parce que c'est dans les grands ensembles que notre continent pourra arriver à s'en sortir. Ce n'est pas 15 millions, 17 millions de Sénégalais contre près de 300 millions de citoyens de la CEDEAO que nous pourrons nous en sortir. Il faut trouver la manière intelligente. Encore une fois, posons-nous les bonnes questions. Il y a le Mali, il y a eu la Guinée, il y a eu le Burkina Faso. Pourquoi tout ça? Mais est-ce que la CEDEAO a prévu dans ses textes des sanctions contre ses membres? On a sanctionné, ça, c'est un problème. la CEDEAO a sanctionné la Côte d'Ivoire. Oui, mais est-ce que c'est prévu? C'est prévu dans les textes. C'est même prévu dans le texte de l'OUA, de l'Union africaine. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et la Guinée sont suspendus de l'UA, de l'Union africaine. Mais quand même de manière assez... Il y a deux poids, deux mesures. Non, les sanctions sont prévues. Plus dures contre le Mali. Oui, ils sont plus durs contre le Mali. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu cette histoire de mercenaires russes et je pense que le président malien a décidé de couper les ponts. En fait, je pense qu'il a décidé de couper les ponts. Là, il vient de sortir du G5, mais je pense qu'il a décidé de couper les ponts. Par contre, je ne fais pas partie des gens qui pensent que la France a influencé la CEDEAO. C'est mal connaître Boari, c'est mal connaître le Ghana, c'est mal connaître les pays anglophones.
Si c'était lié au moment, j'aurais dit oui, c'est possible. Mais je pense que c'est vraiment très très mal connaître les autres pays que de dire que la France a eu une influence sur les décisions de la CEDEAO. Mais est-ce que vous pensez que la France empêche l'Afrique d'avancer? Est-ce que vous pensez que la Chine empêche l'Afrique d'avancer? Non, les rapports qu'il y a entre la France et l'Afrique, sur notre région, c'est des rapports culturels, économiques, séculaires. Et qu'il y a peut-être des intérêts français qui sont ici actifs et qui sont souvent peut-être menacés par des changements que le monde demande, la nouvelle jeunesse, le nouveau cri vers la liberté et l'indépendance. Ce n'est pas le cas avec la Chine. Ah non, la Chine est pire. La Chine, la Turquie. Ce n'est pas que le cas entre la Chine et l'Afrique, je veux dire. Oui. Ils sont tous dans une logique de prédation des richesses de l'Afrique, tous les pays. L'Afrique est le champ de bataille dans lequel toutes les puissances se battent, sauf l'Afrique elle-même. Je ne pense pas, c'est un avis personnel, je ne pense pas que ce soit l'Afrique, la France qui soit le problème. Le problème, c'est nous, c'est notre relation avec le travail. Je prends l'exemple des dragons asiatiques, qui étaient au même niveau de développement que nous. C'est vrai qu'ils n'ont pas connu la forte présence de la France, mais sur 52 États africains, combien ont été colonisés par la France? Il y en a combien qui se sont développés? Et la France fait 80% de son business avec le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Je pense que le problème, il est ailleurs. Le problème, il est vraiment ailleurs. Cependant, il y a des décisions de souveraineté qui doivent être prises par les États. Pas seulement les États francophones, les États en général. Quand vous prenez l'Ukraine, je pense qu'on va venir sur ça. Oui, bien sûr. Quand vous prenez l'Ukraine, ça vous montre un peu que ce n'est pas une question de la France. La majorité des États africains se sont abstenus. Pourquoi? La peur. Parce qu'on n'est pas indépendant, ni de la Russie, ni de la France, ni des États-Unis. États-Unis qui prévoient, c'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, de prendre des sanctions contre les pays qui n'ont pas soutenu l'Ukraine. En fait, le problème, ce n'est pas qu'on veut être équidistant, c'est que nous avons peur, c'est parce que nous ne sommes pas indépendants. C'est exactement les mêmes relations que nous avons avec la France. Aujourd'hui, la France quitte le Sahel, ce qui va se passer, si la force française quitte le Sahel, même s'ils font partie des gens qui ont tué Kadhafi et qui est à la cause de tout ça, mais tout va s'écrouler. On n'a pas de nation, nous avons des pays. On n'a pas de nation, nous avons des pays. Quand vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité de vos citoyens, vous n'êtes pas une nation, vous êtes un pays. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous arrive. Lansana Gagny Sakho, l'heure est passée très très vite. Alors, de quel Sénégal rêvez-vous? La caméra. Je rêve d'un Sénégal où la jeunesse de mon pays ne va plus traverser les océans. Je rêve d'un Sénégal où la jeunesse de mon pays va vouloir rester et vivre. Je rêve d'un Sénégal où ce qu'on appelle la diaspora aspire à revenir pour changer les choses. Je sais que c'est possible, mais pas avec la façon dont nous fonctionnons actuellement. Et je pense que tout le monde doit s'engager. C'est pas un travail d'une personne, de deux personnes. Je pense que toutes les forces vives, quand je parle de forces vives, je ne suis pas dans la politique politicienne. Ceux qui aiment vraiment ce pays doivent tous s'engager, se mettre ensemble, tirer dans la même direction. On ne peut pas continuer comme nous faisons. 11 morts, c'est 11 de trop. Et je pense que ça montre l'état de déliquescence de notre société. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Ce qui est en jeu demain, c'est qu'est-ce que ce pays va devenir si nous continuons comme ça. Mais moi, j'ai la ferme conviction que tous ensemble, ceux qui aiment ce pays, se mettent ensemble, je pense qu'on peut arriver à trouver des solutions heureuses pour notre pays et qu'il reste ce qu'il aurait dû être depuis très très longtemps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, mon invité était Lansana Gagny Sakho, un homme du privé, un spécialiste des conseils, qui a fait ses preuves avec de grandes compagnies dans le monde et qui a dirigé aussi du privé. Il est entré dans le public et il a fait ses preuves. Aujourd'hui, il est retourné encore dans le privé. J'espère vous retrouver encore dans quelques mois, quand les choses vont changer un peu dans ce pays, sur le plan de la conception, de la manière dont le Sénégal doit évoluer. Merci beaucoup, M. Sakho. Merci, Khalil.